semaine, on aura le grand plaisir, hop là, je change de diapo du coup, d'avoir Orange représenté, merveilleusement représenté, doublement représenté par Christophe Guillon et Franck Lavagna. Donc sur l'initiative Fluvision, ou comment un outil qui existait déjà, hein, qui était associé à d'autres cas d'usage, a pu être réutilisé rapidement, et on va voir comment par Orange. Donc de 12h à 12h30, une demi-heure pour toi, Christophe. Ensuite, Jérôme Riboulon, qui est présent aussi, de HP Entreprise, donc nous expliquera comment les performances de calcul ont pu aider Covid-19, ainsi que des initiatives internationales dans lesquelles des grands groupes se sont unis pour lutter contre Covid-19, dont HPE, IBM, mais pas que. Et ça sera peut-être une source d'inspiration pour ce que l'on essaye de faire localement, à plus petite échelle, on va dire. Et puis, lorsque Jérôme aura terminé, nous vous donnerons des avancées sur comment on a travaillé depuis le 7 mai jusqu'à aujourd'hui sur la task force Covid-19 locale. Félix Kudelka de Clusteria nous rejoindra aussi. Et en tout cas, je vous remercie parce que le 7 mai, c'est 5 personnes qui ont levé la main pour rejoindre cette initiative. Donc, sur une vingtaine de présents, c'est quand même très bien, je trouve. Donc, on peut être fiers de nous, et on va continuer du coup. Sans plus attendre, Christophe, c'est à toi. Donc, tu peux prendre la main. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez la première diapo en grand? Donc, suite à la crise, les gouvernements de chacun des pays d'Europe, mais aussi l'Europe elle-même à travers Thierry Breton, le commissaire à l'économie, ont demandé à ce que les opérateurs, et en particulier un opérateur par pays, aident à la lutte contre le Covid en travaillant avec les organismes en charge de la santé. Et pourquoi ça? Parce que l'hypothèse, c'est la suivante. La mobilité est en fait un proxy de la diffusion de l'épidémie. C'est-à-dire que quand on étudie qui maîtrise la mobilité, maîtrise l'épidémie. Hein, j'exagère un petit peu, mais en un mot, c'est ça. Ce qu'on va faire pendant cette petite conférence d'une demi-heure, on va donner quelques premiers résultats de notre coopération, nous, Orange, avec les organismes tels que l'INSEE, l'INSERM ou le gouvernement, pour illustrer les apports de notre outil Fluvision au service des territoires. Alors, je change de diapo. J'essaye en tout cas. Tiens, ça va pas si bien que ça. J'arrive pas à changer. Alors, ouais, ça y est. Alors, effectivement, dès l'aube de l'épidémie, on a constaté que les organismes avaient des besoins. Donc, autant l'INSERM, autant l'INSEE, autant l'INRIA, autant l'AP-HP, le ministère de la Défense et des universités, ils nous ont demandé des choses. Alors, en général, vous voyez, je vais lire simplement pour l'INSERM. Il s'agissait pour eux de construire un modèle épidémiologique un peu avancé qui tienne compte de la mobilité. Pour l'INSEE, il s'agit d'estimer les variations de chiffre d'affaires, si vous voulez, du PIB par rapport au changement d'habitude de déplacement, donc le déplacement étant chamboulé effectivement par les virus, et puis évaluer les variations de répartition de la population. Voilà. Pour l'INRIA, très clair, construire un modèle de l'évolution de la propagation épidémique en fonction des déplacements, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on a pu, comment on a pu réagir? Eh bien, je passe à la diapo numéro 3, que vous voyez certainement. On a pu réagir assez rapidement en fournissant des indicateurs Fluvision en moins d'une semaine sur des périodes avant et pendant le confinement, pendant une durée de 3 mois. Pendant une durée de 3 mois, ça veut dire que on s'est engagé, nous Orange, à fournir ces éléments auprès de n'importe quel organisme public qui nous en ferait la demande. D'accord? Donc, Fluvision a pu et est en train d'être utilisé comme une base de travail pour les différents organismes, INSEE et INRIA et INSERM. Alors, Fluvision, c'est quoi?
C'est un outil qui a été prototypé notamment en 2012-2013 auprès des agences de développement touristique telles que Bouches-du-Rhône Tourisme à l'époque, également dans le cadre de Marseille-Provence 2013, la capitale européenne de la culture. C'est là qu'on a fait nos premiers pas avec Fluvision. Qu'est-ce qu'on fournit? Alors, à droite, vous avez une liste des choses qu'on sait fournir de manière assez standard. Les flux de déplacement, avec origine et destination des mouvements, les répartitions de la présence en journée ou en nuit, les zones passées en nuitée, etc. C'est une liste des indicateurs qu'on fournit classiquement à nos clients. Et c'est sur cette base qu'on a travaillé avec les organismes pour la lutte contre le Covid. Alors, je rappelle le fonctionnement de Fluvision, qui fonctionne en fait à partir des données qu'on gère, nous, opérateurs, des flux de données qui sont issus de notre réseau télécom. Notre réseau mobile, en effet, est constitué d'antennes partout en France, et à ces antennes sont accrochés des téléphones mobiles. Ces téléphones mobiles ont des éléments d'action, c'est-à-dire des actions élémentaires, c'est-à-dire on les éteint, on les allume, on fait des appels, on lance des SMS, on fait des connexions data. Ce sont ces éléments qui sont pointés à l'heure H où elles ont lieu et qui servent d'indicateurs de présence, c'est-à-dire d'accrochage du téléphone en question à l'antenne en question. Et c'est à partir de ça qu'on fait des observations à la volée de présence des téléphones mobiles. Donc, ces multiples informations sont collectées à la volée, sont anonymisées le plus rapidement possible et sont détruites également le plus rapidement possible. C'est-à-dire que sous 24 heures, de toute façon, on a détruit toute l'information précédente. D'accord? Donc, elles sont conduites sur une plateforme temps réel. Elles incrémentent, les compteurs sont incrémentés et en fin de parcours, on prend soin de redresser l'information. Pourquoi? Parce qu'on a beau partir d'une information de l'ensemble des téléphones mobiles que l'on contrôle en quelque sorte, c'est-à-dire dont on a vision, qui sont au nombre de 24 millions environ en France, hein, ça représente notre part de marché. Et cette part de marché, elle est pas totale naturellement, d'où l'opération de redressement qui permet de relever, enfin de faire des hypothèses sur le nombre total des événements si on avait 100% de part de marché. C'est ça le redressement. Le redressement, ça tient aussi compte des indications que nous fournit l'INSEE sur les taux d'équipement des populations, voilà, des choses comme ça. Et puis aussi les informations de roaming, c'est-à-dire que en fonction de nos contrats de roaming avec les opérateurs étrangers, on doit aussi redresser la situation. En tout cas, en final, on a cette information cumulée et redressée, et on peut fournir un dashboard vers le client. Le client courant mars, avril et mai, c'est typiquement, dans le cadre du Covid, les organismes publics, les préfectures, etc. Alors, je fais un premier rapport sur ce qu'on a proposé auprès de l'INSEE en particulier, où on a montré ces deux cartes de France que vous voyez là. Donc, en gros, la carte de gauche, eh ben, il s'agit effectivement de l'évolution du total des nuitées par département de présence avant et après confinement. Autrement dit, on part sur une base avant le confinement et on mesure le pourcentage d'évolution de la présence d'une population sur un territoire donné. Le territoire s'avère être le département. En rouge, par exemple, ce que vous voyez, c'est des départements qui ont vu plus de 5% de présence par rapport à la référence. Alors, en gros, ce que vous pouvez voir, c'est que les départements de la couronne parisienne sont en blanc ou en bleu ciel, ce qui veut dire qu'environ 5% de la population a disparu pendant le confinement par rapport à la période de référence. En fait, on a pu calculer plus précisément que 17% de la population de l'Île-de-France, soit 1,2 million d'habitants, ont quitté cette région par rapport au confinement, pendant les jours qui ont suivi le confinement, qui ont précédé et qui ont suivi le confinement, alors que par exemple Lyon en a gagné 10%.
Donc, ce que vous voyez là, ce sont des informations qui sont précieuses pour l'INSEE parce qu'elle leur fournit une information d'abord sur le niveau de suivi des injonctions gouvernementales. On voit l'effet de la demande de confinement sur les populations. Ça permet donc, du coup, en local, de dimensionner, de calibrer le dispositif hospitalier. Si on a une population de plus de 5% dans les départements ruraux, c'est pas évident de pouvoir facilement accueillir ces gens à l'hôpital en cas de fort d'afflux de malades. Donc, c'est important d'avoir cette information. Pareil pour anticipation des livraisons de matériel médical. Et éventuellement, ça peut avoir aussi un effet, un effet en retour sur les décisions publiques concernant des ajustements de mesures sanitaires. D'ailleurs, on va sans doute y avoir droit dans le futur si on voit des foyers de contamination qui apparaissent localement en France. On pourra, en fonction des concentrations de population, justement ajuster les mesures sanitaires correspondantes. Voilà, donc cette information sur cette première carte. Je vous fournis un deuxième élément. Alors, je ne commande pas si je peux commenter la carte de droite où on voit du bleu, beaucoup de bleu, qui correspond à des diminutions. Diminution de population. On voit essentiellement que les départements des Alpes se sont vidés de leur population, moins 5% facilement, et même j'ai vu des moins 20, moins 30% en Isère. Ce sont des étrangers, ce sont des mobiles étrangers qui ont disparu. On peut l'interpréter bien sûr comme étant une disparition des étrangers qui rentrent chez eux en phase de confinement dans leur propre pays, tout simplement. C'est le ski, oui. Alors, je passe sur la diapo suivante parce que je l'ai déjà dit en gros. Je passe directement à la coopération avec l'INSERM. Donc, l'objectif de l'INSERM, c'est en fait de caractériser, de quantifier les changements de comportement qui permettront de paramétrer leur modèle mathématique de progression de l'épidémie. En effet, rappelez-vous de la notion de proxy de mobilité, qui est un bon, enfin, la mobilité étant un bon proxy de l'évolution de la pandémie. Et du coup, si on a cette information en termes de prévision d'évolution de la maladie, on peut prendre en amont les bonnes mesures publiques. Donc, on a, nous, Orange, une thèse CIFRE avec l'INSERM depuis 3 ans environ. On travaillait là-dessus essentiellement sur le virus Ebola, en fait. On faisait une analyse a posteriori de ce qui s'était passé sur la crise Ebola en Guinée. Et on a switché très rapidement, en début janvier, sur le coronavirus parce qu'il y avait une urgence en France. Donc, on a alors, je vois qu'il y a une demande d'annotation, c'est incroyable ça. On va voir ça. On va voir ce que nous écrit Franck. Alors, cette thèse donc est en place. Donc, on a donc un thésard qui travaille qui travaille à la fois avec un responsable scientifique INSERM et un responsable côté Orange. Donc, on était prêt à faire ce switch. Alors, on a travaillé sur les patterns de la mobilité. Et on a essayé de regarder comment, dans un premier temps, les patterns de mobilité étaient affectés par les décisions publiques. On a fourni des matrices de déplacement au niveau de 1500 EPCI, en fait. Et puis, on a pu étudier ainsi la variation de la mobilité. Le but de l'INSERM, c'est en fait de voir le lien entre l'évolution de la mobilité et le R0. Alors, vous savez tous, maintenant, vous êtes tous des spécialistes de la propagation des virus. Donc, vous savez que le R0, c'est l'indicateur qui s'il est supérieur à 1, indique une progression exponentielle de l'épidémie et qui, au contraire, s'il est inférieur à 1, indique qu'on est en train de la maîtriser de manière tout aussi exponentielle. Alors, oui, le R0, donc s'il est égal à 1, c'est qu'une personne infectée en infecte une autre. S'il est supérieur à 1, ça veut dire que, s'il est par exemple de 2, ça veut dire qu'une personne infectée en infecte 2. Alors, je tente de passer la deuxième, la diapo suivante. Je n'arrive pas.
Ah, je me retrouve avec problème technique. Alors, bon, je vais arrêter le partage et le reprendre parce qu'il y a un problème. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Toujours là, je sais pas s'il y a Parfait, des. Christophe. oui. Très bien. Continue donc. Alors, je passe. Alors, en début d'épidémie, l'INSERM avait un modèle très approximatif. Bon, voilà, ils ont fait quelques progrès, mais bon, pas non plus énormément parce que on est jamais qu'au mois de mai et ça prend un peu de temps. N'empêche qu'au mois de janvier, voilà ce genre d'information qu'ils avaient. Ils avaient une information très macro et qui concernait donc des probabilités d'entrée sur le continent européen de l'infection. Hein. Donc, vous voyez qu'en France, on avait un risque de 13% d'importation du virus venant en provenance de Chine. Comment on faisait ces calculs? Eh bien, on faisait ces calculs tout simplement en utilisant les données d'arrivée d'étrangers ou de Français en provenance de Chine, par exemple, ou des zones infectées à travers les aéroports. Donc, ce sont les plateformes aéroportuaires, en particulier internationales, qui servaient de base à la compréhension de la mobilité. Donc c'est très bien parce qu'une infection, une pandémie, après tout, ça vient forcément de l'étranger et ça prend forcément l'avion, ça c'est pas mal. Sauf que c'est un peu réducteur quand même parce qu'une fois que l'infection est dans le pays, on n'a pas d'éléments beaucoup plus précis, donc c'est insuffisant. Du coup, l'INSERM se tourne vers Orange et a demandé à ce qu'on lui fournisse au quotidien, par pas de 30 minutes, des données brutes sous forme de tableaux, .csv ou alors des matrices de déplacement, hein, ces fameuses matrices de déplacement qui ont une base de 1500 EPCI qui donc forment une matrice finalement de 1500 sur 1500 et qui donc permettent de nourrir les modèles épidémiologiques. Vous voyez, on est parti de cette hypothèse-là. Alors, ensuite, on a, alors c'est un deuxième exemple la courbe en haut mesure l'ensemble de tous les voyages effectués par les Français, donc toute la semaine. Vous voyez, c'est cette courbe qui descend pendant le week-end et qui remonte après et qui redescend le week-end suivant, etc. Donc voilà, ça c'est la phase, ce qu'on appelle la phase 1, c'est-à-dire la phase d'entraînement qui montre tous les voyages. La courbe encadrée de bleu, c'est la courbe des voyages de plus de 100 km que vous voyez évoluer au fil du temps. Alors, la zone jaune en A, vous voyez, elle coupe des lignes pointillées qui sont les différentes mesures prises par le gouvernement. La première, c'est la décision, l'annonce de la fermeture des écoles. La deuxième, c'est l'annonce de la fermeture du business et des allées-venues. La troisième, c'est l'annonce du lockdown. Et la quatrième, c'est le lockdown en lui-même. Ce que vous voyez dans les courbes, enfin au niveau de l'intersection entre les courbes assurées, entre les droites assurées et les courbes qui correspondent au déplacement, vous voyez un effet des annonces sur les déplacements eux-mêmes. Et en particulier, observons la courbe, la quatrième droite, qui n'est pas qui est une droite en très plein. Et là, vous voyez nettement en haut le point qui est à l'intersection avec la droite verticale, qui est nettement au-dessous de ce qui est en tendance. Voilà, donc ce qui montre qu'effectivement le lockdown a fait son effet. Vous voyez à droite de la phase de training, donc j'arrive pas à voir parce qu'il y a un petit élément en plus là. En fait, ce que vous voyez, donc c'est une phase où on essayait de prédire le trafic. Vous voyez qu'il y a une divergence en haut et en bas aussi d'ailleurs. Sur la courbe orange, il y a une divergence. L'enveloppe orange est de plus en plus vaste parce que la prédiction est de moins en moins précise au fil du temps. Et ce que vous voyez en termes de points, de pointillés, en bas de la courbe orange,
c'est bien sûr la mesure des trafics réels observés, qui sont très inférieurs au trafic prédit en temps normal. Voilà ce que l'INSERM a commencé à calculer. Vous voyez? Donc, je passais à l'élément suivant. Alors, tout ça, prendrez l'habitude rapidement, ce sont des informations avec des courbes avec une échelle logarithmique, hein. Donc, dès qu'on descend d'un cran, ça descend en fait les volumes d'un facteur 10. Alors, un autre élément grâce à Fluvision, c'est comment se sont répartis cette réduction de ce qui est au départ de 60 millions de déplacements en France tous les jours vers 20 millions de déplacements par jour lors du confinement. Alors, il y a les deux France que vous voyez à gauche, ce sont les France de référence, avec en bas le trafic entrant et en haut le trafic sortant. On ne s'attarde pas sur la référence qui est de couleur très pâle parce qu'elle est proche enfin, quelle que soit la zone géographique, tout est proche d'une référence unique. Alors, si on regarde le point A, maintenant, le point A en jaune que vous voyez, ce qu'on observe, c'est une France qui présente des couleurs très différentes. On est en A, on parle de l'outgoing traffic, c'est-à-dire le trafic sortant en provenance de chaque région. Ce que vous observez, c'est que le trafic sortant région parisienne est très bleu, ce qui signifie, vous regardez l'échelle à gauche, c'est que le nombre de voyages a beaucoup diminué, pardon, a beaucoup augmenté. Autrement dit, pendant le 16 mars, lors de l'annonce du confinement, la zone région parisienne a vu son trafic sortant augmenter. Autrement dit, les Parisiens se sont enfuis de Paris, tout simplement. Vous voyez la même observation au niveau des montagnes, au niveau des Alpes, une fuite. Voilà. Si vous regardez la courbe, la France du bas en B, vous voyez les zones d'arrivée. Alors, vous voyez que les zones de Bretagne en particulier sont des zones d'arrivée très fortes. Alors, ça ne dit pas par contre que ce sont les Parisiens qui sont tous partis de Paris pour arriver en Bretagne. Ça ne dit pas exactement ça, mais c'est quand même une indication. De même, ce que vous observez, c'est que les gens qui étaient dans les Alpes en bleu, courbe du dessus, semblent s'être enfuis. Si on regarde la carte de manière très, très, très pauvre, on se dit qu'ils sont juste allés un petit peu plus au sud, dans les Alpes de Haute-Provence, par exemple. Bon, l'analyse n'est pas aussi facile à faire que ça. Et puis, si on regarde maintenant C et D, ce sont les courbes de droite, après le confinement, les deux France sont très rouges parce qu'elles sont aussi bien en trafic entrant qu'en trafic sortant très réduites. Hein, le rouge fort indique, vous regardez sur l'échelle à gauche, que la variation de trafic est très amoindrie, enfin, indique une réduction de ce trafic de manière très forte. Autrement dit, une France à l'arrêt. Donc, vous voyez, cette analyse qui est assez fine puisqu'elle est au niveau des EPCI. Il y a environ 1500 points d'analyse. Si on regarde maintenant, ça c'est une demande de l'INSERM par région, eh bien, on voit encore des régions où le trafic est sortant est très fort. Alors, si on se concentre sur la partie, par exemple, le point B que vous voyez en jaune, c'est l'Île-de-France. Alors, comment on lit cette courbe, ce graphique? On voit qu'environ 80% il y a une réduction de 80% de la mobilité durant le lockdown. Donc, ça veut dire qu'à Paris en particulier, en Île-de-France en particulier, l'effet du lockdown a été très important. Au contraire, en trafic sortant en particulier. Voilà. Au sein de la région Île-de-France, la réduction n'a été que d'environ 70%. Vous voyez ce genre d'indices qui sont possibles. Les tracés horizontaux, les points horizontaux que vous voyez, ce sont les moyennes. En bleu ciel, donc la moyenne du trafic sortant. Donc, vous voyez que la région parisienne est au-dessus de la moyenne.
Voilà. Alors pourquoi au niveau régional c'est important? Parce qu'il se trouve que si on s'intéresse au R0, eh bien, sachez qu'en ce moment, le R0, il est plutôt calculé au niveau du pays lui-même, au niveau de la France. On a quelques éléments de calcul du R0 sur la région parisienne, sur l'Île-de-France, mais ce n'est que balbutiant les R0 qu'on peut calculer par région. C'est pas la peine d'aller très au-dessous de cette échelle. Bon, autre élément intéressant, euh, l'évolution de la mobilité par typologie d'acteurs. Ce que vous voyez sous ces trois courbes, là, trois groupes de graphiques, dans le trafic, alors ce qui est intéressant, c'est que au niveau A, hein, le graphique A, ce que vous voyez, c'est euh, la réduction du nombre de voyages pour les résidents et pour les étrangers. Alors, vous voyez que la courbe rouge pour les étrangers correspond à une forte réduction des voyages des étrangers toute distance. C'est la seule courbe rouge, c'est le seul rectangle rouge qui diminue parmi toutes les, enfin attendez, je me réexprime différemment. Vous voyez, des associations courbe rouge, courbe bleue, c'est-à-dire tous les voyages versus les voyages en bleu qui sont des voyages au long cours, quand supérieurs à 100 km. En général, ces voyages au long cours présentent une réduction suite au lockdown très importante, plus importante que celui de tous les voyages réunis, c'est-à-dire incluant les voyages courte distance. Or, avec les étrangers, vous voyez donc sur un des graphiques du A, eh bien, c'est la seule partie où la courbe rouge est au-dessus de la courbe bleue. Autrement dit, les étrangers ont très fortement réduit leur voyage toute distance, davantage. Autrement dit, ils ont, au contraire, en longue distance, ils ont pas trop réduit leur voyage, contrairement à n'importe quel autre élément d'analyse. C'est-à-dire, pour les résidents, c'est bien les voyages longue distance qui ont été réduits. Ensuite, les courbes B, pour les jeunes, pour les adultes, pour les seniors, ce sont bien les voyages longue distance qui ont été plus fortement réduits. De même, en phase C, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, la période de la semaine, le week-end ou en semaine, eh bien, ce sont à chaque fois les voyages longue distance qui sont plus affectés. Vous voyez? Et il y a une exception au niveau des étrangers. Voilà. Après, vous voyez, ce genre d'éléments sont des éléments qui permettent à l'INSERM d'en déduire des choses pour l'intégration de la mobilité dans ces modèles épidémiologiques. Alors, le dernier élément, je crois que c'est celui-là. Alors, il y a du bruit extérieur. Alors, c'est une analyse. On choisit la ville. Ça a été fait, une analyse qui a été faite sur 10 villes, les 10 principales villes de France. Là, c'est la ville de Marseille qui a été choisie. À gauche, vous avez le spread de tous les voyages au départ de Marseille vers les autres EPCI de France. En fonction de la couleur, il y a bien sûr une concentration plus importante de personnes qui se déplacent. Ce que vous voyez, c'est que le spread est bien sûr, il est assez compact, plutôt régional, mais enfin, il y a des grands axes vers Paris, il y a des grands axes vers Lyon, il y a des grands axes vers Grenoble, apparemment. Hein, vous voyez ça sur la France de gauche. La France de droite, c'est celle de l'après-confinement, sur une semaine. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, que naturellement, il y a eu un resserrement fort des voyages et on s'est concentré, si on voulait prendre sa voiture ou son train, sur un bassin de vie beaucoup plus étroit, étriqué. Ce qui est resté du point de vue des axes, c'est un seul axe, c'est l'axe Paris-Marseille, plutôt Marseille-Paris, c'est dans ce sens-là qu'on le prend. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi l'effet du confinement sur le maintien ou non des axes principaux. Si je reviens sur le schéma de gauche, vous voyez des axes en pointillé, le Marseille-Lyon, le Marseille
nord, en fait, il est en pointillé. Ce sont des axes qui ont disparu pendant le confinement. Autre élément, vous voyez un cercle aussi bien à gauche qu'à droite. Ce cercle englobe 95% des déplacements. Autrement dit, ce que vous voyez, c'est que ce cercle s'est beaucoup réduit lors du confinement, ce qui indique encore une fois la réduction de l'espace de vie moyen détecté par les données Fluvision. Je passe l'élément. Christophe, il faudrait peut-être conclure maintenant pour laisser la place peut-être à des questions, que ce soit dans le chat ou à l'oral, et puis ensuite à Jérôme. Donc, si tu peux présenter la conclusion de cette étude. Okay. En conclusion, donc, la suite de l'analyse pour l'INSERM, c'est de travailler avec Orange sur la production d'un nouvel indicateur qui serait un indicateur qui permettrait de travailler sur les temps passés par les gens dans les différentes zones géographiques. C'est ça sur quoi on s'attelle. Alors, en conclusion, je dirais que Fluvision permet de nourrir les modèles prédictifs de l'INSERM, notamment, ainsi que de l'INSEE, permet de voir à quel niveau et à quel endroit les décisions politiques peuvent influer sur la mobilité et, partant, sur la diffusion virale, mais aussi sur le niveau de réduction de l'économie qui est donc affecté par ce Covid. Voilà, je m'arrêterai là. Merci infiniment, Christophe. Vraiment. Si vous avez des questions pour Christophe, on peut passer 5 minutes là-dessus, soit par chat, soit si vous voulez prendre la parole, demandez dans le chat qu'on vous enlève la sourdine ou enlevez-la vous-même. Pensez ensuite à la remettre. On vous écoute. Au passage, on salue l'arrivée de David et de Félix. Oui. Ouais, c'était Franck. Donc, juste pour remercier Christophe pour ces éléments qui étaient très intéressants avec pas mal d'exemples. On voit bien l'apport de la data et de l'IA par rapport à ces sujets-là, des apports au niveau public. Pour ceux qui veulent éventuellement une redite, demain, on fera un peu la même chose dans la communauté M-Tourisme avec les applications sur le domaine du tourisme. Vous savez que cette année va être une année particulièrement difficile pour nos amis du tourisme, les acteurs, avec probablement beaucoup moins d'étrangers que par le passé. Et donc, cet outil Fluvision, il est principalement destiné aujourd'hui à toutes les collectivités qui veulent un peu nourrir l'attractivité du territoire, aussi bien au niveau des déplacements que de la venue des touristes. Donc, voilà, simplement pour vous dire que demain, on fera un peu la même présentation, peut-être moins axée sur l'INSERM, mais plus axée sur la vision touristique et les enjeux des territoires là-dedans. Donc, si demain veulent une redite, pour ceux qui n'auraient pas compris la première fois, n'hésitez pas à venir également à la commission M-Tourisme. Oui, merci Franck de repréciser ça. Et on voit effectivement que toutes les communautés sont liées les unes aux autres. Et merci beaucoup Christophe du coup d'avoir fait l'exercice sur une composante plus data et IA fidèle à cette communauté et qui va alimenter, je l'espère, l'initiative qu'on vous a présentée le 7 mai et dans laquelle Orange évidemment est plus que la bienvenue. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on peut peut-être passer la parole à Jérôme. De toute façon, vous savez où nous trouver. Vous pouvez continuer à poser les questions sinon dans le chat ou sinon demain en direct avec Christophe. Sinon, Jérôme, la place est à toi. Tu peux prendre le partage d'écran. Ok. Alors, je vais partager mon écran. Ouais. Vous voyez mon écran? Parfait. Oui, parfaitement. Ok, super. Donc bonjour à tous et merci de me donner l'opportunité d'intervenir dans ce webcast de Télécom Valais. Là, l'objectif pour moi sur
sur la demi-heure qui arrive, ou peut-être un petit peu moins, c'est de vous donner quelques petites tendances de fond dans l'industrie, hein, des choses que l'on voit aujourd'hui, donc tendances qui sont assez fortes. Je vais vous donner l'exemple de 3 projets de collaboration au niveau mondial, et ensuite vous expliquer comment est-ce qu'on utilise notamment les ressources de calcul de l'Exascale, de l'HPC, qui sont mis au service de la recherche pour lutter contre le Covid. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je suis le directeur avant des consultants donc chez Hewlett Packard Enterprise France, et je suis aussi le directeur d'HPE à Sophia Antipolis. Alors la première chose qui est assez notable, qui est assez unique, c'est le niveau de collaboration qu'on peut voir actuellement sur le marché, tant sur le secteur privé, public, donc pour les industriels, avec les experts HPC et IA, le monde académique et les chercheurs. C'est vrai qu'on a un niveau de collaboration et d'ouverture qui est fait par l'ensemble des acteurs qu'on peut retrouver au niveau mondial, qui est assez inégalé, qu'on n'avait pas pu voir forcément auparavant, et qui est une tendance qui est quand même assez forte. Et ce qu'on voit, c'est que tous les acteurs mettent à disposition leur propriété intellectuelle, leur technologie, leurs recherches, leurs experts, pour effectivement lutter contre la pandémie du Covid. La, la deuxième tendance, et c'était déjà une tendance qui existait au niveau du monde HPC, qui était finalement la convergence entre différents types de domaines de solutions, notamment la simulation, l'analytique, l'IA et le machine learning. C'est vrai que l'ensemble de ces solutions vont utiliser le même type d'architecture technologique, hein, d'architectures qui sont quand même assez proches, avec des puissances de calcul qui sont élevées, avec une parallélisation de l'analytique qui est assez forte. Et ce qu'on voit, c'est que tout ça est avait déjà commencé à converger. On avait déjà des exemples dans différents types d'industries, que ce soit dans le manufacturing, dans l'énergie, dans le monde de la santé ou au monde de la finance. Et c'est vrai que la recherche contre le Covid ne fait qu'exacerber cette croissance. Et on voit effectivement une convergence beaucoup plus forte qui s'accélère dans ces domaines, où on va utiliser effectivement des solutions de stimulation, d'analytique, d'IA et de machine learning pour accélérer la recherche contre le Covid, contrôler l'expansion de la pandémie, mais aussi faire de plus en plus de simulations avec un niveau de précision qui est de plus en plus important pour réduire le temps que l'industrie, notamment pharmaceutique et le monde de la santé, vont avoir à dépenser pour mettre à disposition des traitements thérapeutiques ou des vaccins dans le cadre de la recherche. Je vais vous donner maintenant quelques exemples de projets industriels dans cette veine, hein, encore une fois, d'accélération de la collaboration et de convergence de cet HPC qu'on appelle maintenant de l'HPC hybride. Donc quelques exemples de collaboration qui existent au niveau mondial. Le premier, c'est l'Open Covid Pledge. L'idée de cette initiative, c'est de partager au plus grand nombre l'ensemble de la propriété intellectuelle pour effectivement lutter contre le Covid. Donc en fait, ce que fournit l'Open Covid Pledge, et pour les signataires de l'Open Covid Pledge, c'est un libre accès temporaire aux droits de propriété intellectuelle et aux droits d'auteur pour toutes les activités qui visent à mettre fin à la propagation du virus. Donc en fait, on a lancé en fait un modèle de licence unique qui va permettre effectivement d'accéder à l'ensemble de cette base de brevets pour accélérer la recherche contre le Covid et finalement éliminer les barrières d'accès à la propriété intellectuelle. Alors comme vous le voyez, il y a eu les fondateurs de l'Open Covid Pledge, donc il y a Facebook, il y a Amazon, Intel, il y a IBM, Microsoft et nous-mêmes. Il y en a d'autres qui nous ont rejoints depuis, donc il y a notamment Fujitsu, Uber, ont aussi rejoint cette initiative. Si par exemple on prend l'exemple d'Intel, c'est plus de 72 000 brevets qui sont mis à disposition, Fujitsu c'est plus de 40 000 brevets, donc il y a vraiment une ouverture très forte
qui est faite pour, encore une fois, faciliter l'accès à ces brevets et à cette recherche, en sachant que la licence qui est mise à disposition, normalement, sera valide jusqu'à 1 an après la déclaration de la fin de la pandémie par l'OMS, qui donne vraiment un champ d'application qui est extrêmement long. Donc là, c'est le première idée de collaboration qu'il y a eu. Le deuxième, c'est le défi Corde-19, qui a été lancé par la Maison Blanche. L'idée là, c'est d'utiliser de l'intelligence artificielle et notamment du Natural Language Processing, donc du NLP, afin d'analyser les bases documentaires universitaires et scientifiques. Donc on parle de plus de 63 000 articles, c'est plus de 21 000 articles scientifiques et c'est 13 000 articles complets qui concernent les familles du coronavirus, mais pas uniquement. C'est pas uniquement lié au Covid, mais c'est l'ensemble de la famille du coronavirus. Et l'idée, c'est de faciliter encore une fois la lecture de ces documents et pour permettre aux chercheurs d'accéder à des informations beaucoup plus rapides et d'apprendre beaucoup plus rapidement sur l'évolution de ce type de virus. Donc on ne se limite pas ici à uniquement la notion, enfin le domaine scientifique, mais c'est aussi l'histoire naturelle, la transmission de ce type de virus, les diagnostics, comment est-ce que ça a pu interagir entre l'homme et l'animal, tout ce qu'on a pu apprendre de par le passé. Donc tout ça est concentré dans une seule base, et donc c'est un défi, encore une fois, qui a été lancé pour faciliter le NLP et améliorer la lecture de ce type de base de données. Autre initiative, donc l'HPC Consortium. Donc là, c'est une initiative qui a été lancée par la Maison Blanche et initialement par IBM, que nous avons rejoint avec d'autres, où là, l'idée est de mutualiser les puissances de calcul, des plus petites jusqu'aux plus grandes. Donc ça peut concerner effectivement des petits clusters de calcul, mais aussi des clusters, des supercalculateurs internationaux, où là, l'idée, c'est de vraiment mutualiser les ressources pour fournir la plus grosse puissance de calcul possible. Donc là, vous avez quelques chiffres en dessous en termes de la puissance de calcul qui est inclus maintenant dans le consortium. Donc on parle de plus de 437 pétaflops de traitement, 130 000 nœuds de calcul. Il y a 51 projets qui ont été initiés. Et on est maintenant donc 38 membres. Donc le Packard Entreprise a rejoint les groupes, mais aussi Nvidia, Microsoft, Intel, ont rejoint IBM et la Maison Blanche pour travailler sur ce consortium. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de faciliter l'accès à des puissances de calcul pour favoriser la modélisation moléculaire, la bioinformatique et l'épidémiologie notamment, mais pas que, pour essayer de faciliter encore une fois la recherche. Donc comme vous le voyez, différents types de projets qui sont mis en œuvre, qui à chaque fois vont vraiment inclure et le monde académique, de la recherche universitaire et les industriels, mais aussi les pouvoirs publics. Brièvement peut-être sur la réponse de Hewlett Packard Enterprise par rapport au Covid. Notre réponse de notre côté s'est fait jusqu'à présent dans trois ordres. Le premier, ça a été assurer la disponibilité et l'opérationnalité de nos activités, qui était vraiment l'objectif principal. Donc notamment, c'est la mise en télétravail de 60 000 collaborateurs dans le monde. C'est assurer notre supply chain, nos réseaux de partenaires. Ça a été bien entendu de fournir des solutions pour répondre à des besoins immédiats de nos clients, notamment sur le télétravail, la continuité du système d'information, sa sécurisation, mais aussi fournir des facilités financières et le travail au niveau de la communauté. On travaille avec la communauté, je vous ai donné 3 exemples sur lesquels effectivement on a travaillé. Je voudrais simplement maintenant vous partager aussi ce qui est fait sur différents types de supercalculateurs qui sont disponibles de par le monde et sur lesquels nous travaillons pour encore une fois faciliter la recherche et accélérer notamment
la recherche pour trouver un vaccin et pour trouver des traitements thérapeutiques. Vous avez ici quelques exemples où ce que l'on fait, c'est en travaillant avec nos clients pour mettre à disposition des solutions de cluster HPC pour favoriser, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, utiliser des puissances de calcul qui sont massives, donc des superordinateurs, pour exécuter des modèles mathématiques qui sont très complexes, transformer de vastes volumes de données et faire effectivement de la simulation de processus biologiques et de processus chimiques. Donc, encore une fois, c'est des collaborations qui ont été mis en œuvre. Donc, notamment, à titre d'exemple, certaines d'entre elles concernent la découverte de nouveaux anticorps, d'accord, qui sont les protéines qui sont importantes pour combattre les toxines ou des substances étrangères qui induisent une réponse immunitaire. C'est trouver des candidats médicaments potentiels sur des bases de catalogues, notamment qui, encore une fois, vont permettre de développer des thérapies médicamenteuses. Donc, quelques exemples, que je vais vous donner ici. Les chercheurs de l'Argonne, donc ils utilisent un cluster Cray-Theta, où là, eux, ce qu'ils ont recherché et ce qu'ils recherchent encore, c'est l'accélération de la recherche sur les antiviraux, qui sont effectivement donc très important, et qu'on va essayer d'utiliser effectivement de la puissance de calcul pour accélérer considérablement le rythme de découverte des agents antiviraux et pour contre-attaquer le virus en réduisant le délai potentiel. Généralement, on met plusieurs années à faire ce type de recherche. Là, on va réduire ce type de recherche maintenant à quelques mois. LLNL, donc là c'est toujours aux États-Unis. Donc là, c'est une première plateforme de modélisation qui est pilotée par l'IA pour concevoir 20 anticorps candidats initiaux parmi plus d'un millier de possibilités. Donc là, on inclut encore une fois des chercheurs de diverses disciplines qui vont fournir effectivement de la recherche, du développement de vaccins, de contre-mesures qui vont être utilisés par le cluster Catalyst et qui va améliorer la prévision et la découverte effectivement de ces anticorps candidats qui seront utilisés comme composants initiaux aux futurs médicaments, aux futurs vaccins qui pourraient être trouvés. Un petit cocorico avec le CNRS et GENSI, avec le cluster Janzay, qui a été mis en œuvre en février dernier au sein de l'INRIA, où là, ce qu'on essaie de faire avec eux, c'est de favoriser la stimulation et l'augmentation de la précision, notamment des anticorps. Donc là, on va regarder une base qui est très importante, où on va chercher à adopter une approche unique et innovante pour déchiffrer et comprendre de nouvelles souches internes au virus, pour encore une fois augmenter la découverte de nouveaux médicaments. Le dernier exemple que vous avez en dessous, là, vise, lui, l'utilisation, encore une fois, d'outils de calcul pour accélérer le temps d'étude critique à la conception des médicaments et pour effectivement trouver un nouveau remède. Donc là, c'est ce que fait l'université d'Alabama en utilisant le cluster Sentinel, où ils vont regarder notamment 20 000 molécules de composants naturels dans une base de données qui en calcule de plus de 200 000. Et en fait, sur chacune de ces molécules, ils vont les faire attaquer les protéines du virus pour essayer effectivement de trouver encore une fois une solution. Donc là, c'est à peu près plus de 200 000 opérations que le cluster Sentinel a pu mettre en œuvre, qui ont été réalisées en 10 heures, grâce encore une fois à ces puissances de calcul qui sont mises à disposition. Voilà. Enfin, pour conclure, donc vous voyez qu'il y a énormément de collaboration qui est mise en œuvre, encore une fois, parmi le monde académique, industriel, privé ou public. L'HPC et l'exascale deviennent de plus en plus importants. C'est vrai que ça permet encore une fois de réduire au maximum le temps qui est passé pour trouver effectivement les bons vaccins, les bons traitements thérapeutiques, et tout ça dans une tendance industrielle de convergence de l'HPC, de l'IA, de la simulation qu'on constatait déjà auparavant, mais encore une fois, la crise au Covid nous met encore un peu plus le pied à l'étrier
et utilisent ces technologies pour faciliter la recherche. Je ne sais pas si vous avez des questions potentielles à me poser par rapport à ça. Merci beaucoup, Jérôme. Vraiment, c'était à la fois clair, précis et tout à fait concret. Si vous voulez poser des questions à Jérôme, soit vous enlevez votre sourdine à la main, soit vous postez directement sur le chat, soit vous posez des questions en décalé. Si pour X raison, c'est moins pratique pour vous maintenant. Effectivement, ce que j'ai retenu, Jérôme, on en avait parlé un petit peu ensemble. Alors, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, Jérôme est aussi tout à fait partie prenante au sein de ICARE, cette initiative d'industriels locaux qui ont des laboratoires de R&D en intelligence artificielle dans le 06. Et donc, Jérôme y représente HPE. Et c'est aussi une initiative qui montre comment les collaborations peuvent vraiment faire des actions qu'on n'avait pas faites. Ce que j'ai noté effectivement dans ton intervention présentement, c'est le fait que même la propriété intellectuelle est partagée, ce qui montre à quel point lorsque les industriels ont la volonté que les choses se passent différemment, on met les moyens. Et donc, propriété intellectuelle, recherche, technologie, et tout ça à l'échelle mondiale. Et ce dont on rêve ici présentement, c'est de faire ça avec les acteurs locaux que tu représentes et que nous représentons. Effectivement, ce qui est mis en œuvre en termes d'ouverture et de partenariat, je pense qu'on l'a jamais vu à ce niveau-là. Effectivement, on collabore toujours au niveau mondial dans différents types de consortiums, mais sur des recherches très précises, sur le développement de standards très précis, mais jamais, ça n'a jamais été au niveau qu'on peut connaître effectivement actuellement. Oui, la réponse est à la hauteur de l'attaque. Ouais, oui. Je peux poser une question? Pas exactement. Je ne sais pas si tout le monde est abonné à Flint Media. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est un robot qui va chercher dans la presse au niveau de sujets. Et un de ses sujets de prédilection, c'est l'intelligence artificielle. Et le patron de Flint, qui est Benoît Raphaël, a publié une newsletter cette semaine sur l'échec de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un petit peu le courant qui est en train de se développer du côté des médias et aux côtés d'un certain nombre de personnes, que l'intelligence artificielle, le Covid, aurait pu être son moment et elle a loupé son moment. Donc, voilà ce qui est en train de traîner à droite et à gauche. Parce que finalement, la réactivité, la capacité à adresser le sujet du Covid, la promesse n'a pas été tenue par l'intelligence artificielle. Donc, je voulais vous montrer ça. Si vous voulez, je vous enverrai l'article qui est toujours très bien fait, parce que Benoît Raphaël, il a lié son discours avec tous les articles de presse qu'il cite pour montrer une tendance autour de tout ça. Donc voilà, c'était juste là-dessus que je voulais dire. Et ce que moi, je comprends des initiatives qu'on voit, on en est plutôt à des initiatives d'intelligence artificielle pour comprendre que des initiatives en solution. Hein, voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci infiniment Isabelle pour ce témoignage qui donne en fait une transition toute trouvée pour le dernier volet de ce webinaire. Donc je partage l'écran. Donc effectivement, alors d'abord, c'est toujours quand même une tendance de montrer ce qui fonctionne pas versus ce qui fonctionne. Donc ça c'est comme ça, c'est l'être humain, c'est justement pas des robots. Et donc c'est plutôt sympa de constater qu'une fois encore, on montre ce qui aurait pu mieux marcher parce que ça nous donne plein d'énergie pour justement faire en sorte que ça fonctionne. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'IA a connu un premier hiver parce que justement, on avait des modèles qui ne correspondaient pas à la réalité. Un deuxième hiver parce que précisément, la puissance de calcul n'était pas au rendez-vous et qu'il n'y avait pas assez de données. Et il serait naturel de penser qu'on peut connaître un troisième hiver
parce que les modèles ne seraient pas bons et qu'il n'y aurait pas de données ni de puissance de calcul. Simplement, rappelons-nous, et c'est pour ça qu'on a appelé cette communauté data et IA, qu'on ne peut pas faire d'intelligence, aussi artificielle soit-elle, sans données. Et il serait, de mon point de vue, juste inconséquent, voire irresponsable, de pouvoir faire des modèles prédictifs et a fortiori de prendre des décisions lorsque les données ne sont pas encore suffisamment en grand nombre, en grande diversité et avec une grande disponibilité. Voilà pourquoi il faut plus que jamais savoir raison garder. C'est l'humain qui a primé en réponse à cette catastrophe et aujourd'hui l'IA travaille évidemment dans la soute pour pouvoir aider et aujourd'hui on peut effectivement se poser pour contribuer à faire ça. Et c'est bien l'ambition en fait de ce projet auquel Isabelle, Félix, vous participez, vous représentez le cluster IA. Et donc justement parce que et ça a été aussi poussé par toi Isabelle et merci pour ça. Donc, on a fait ce premier webinaire le 7 mai. À l'issue de cela, comme je le disais en introduction, 5 personnes ont levé la main pour rejoindre cette initiative. Et ce qui est formidable, c'est que ce soit à la fois des personnes du monde académique, territorial ou industriel. Donc, les 3 piliers, encore une fois, et du grand public aussi. Donc, encore une fois, les 4 piliers commencent à se remplir. Et poussé par cette initiative-là, les améliorations qu'on a apportées à notre réflexion depuis donc une quinzaine de jours, c'est donc toujours que le cas d'usage principal soit un cas d'usage environnement pour comprendre la propagation de Covid-19 liée aux facteurs environnementaux et pollution. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut effectivement commencer par connaître l'état de l'art. Et donc c'est toi, Isabelle, qui prend l'initiative de réunir ça. Évidemment, on y contribue tous, mais c'est toi la chef d'orchestre. Et puis aussi créer une database données environnementales, à l'instar de ce que Clusteria a fait avec la database Covid et qui serait donc complémentaire. Donc voilà, messieurs et mesdames, les avancées depuis 15 jours. Donc les chantiers se précisent, toujours en chantier pour affiner le cas d'usage, influence, corrélation, facteurs environnementaux et pollution avec propagation de Covid ou d'autres virus d'ailleurs. Et puis un chantier état de l'art, recherche bibliographique, et un chantier collection de données pour faire une database. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc Félix, Isabelle, si vous voulez commenter, David aussi, sans faire de pointage de doigts, si tu veux donner ton point de vue aussi, ou toute autre personne, vous êtes les bienvenus. Nous vous écoutons. Juste que la revue de littérature, j'ai essayé de m'y pencher et je m'aperçois que, ayant fait une fac de droit, c'est pas évident de faire une revue de littérature sur un domaine que je connais pas du tout. Donc, je suis un appel aux bonnes volontés pour essayer, comme ça, de crowder les articles scientifiques qui pourraient nous aider sur la propagation liée aux surfaces dans le Covid-19. Voilà. Bon, pour compléter ce que disait Florence, je pense qu'on a une vraie opportunité là de montrer qu'on a un écosystème. Bon, ça, on le savait, il y a eu quand même beaucoup d'annonces, il y a beaucoup d'attentes et il y a beaucoup de travail qui a été fait en amont jusqu'à aujourd'hui. Et là, voilà, cette action-là, elle permet d'adresser tous les gens qui se sont intéressés, qui sont mobilisés dans le cadre du 3IA. Ça fait beaucoup d'acteurs, vous l'avez vu sur le document de Florence, très complémentaire, il y a beaucoup de communautés. Il y a ce thème aujourd'hui qui émerge autour du développement durable, où il y a une vraie spécificité liée au territoire. Et là, moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a une excellente énergie entre Telecom Valley, Clusteria, même Europia, les autres acteurs. Donc ça, il faut le souligner. Bon, ce n'est pas étonnant non plus, mais c'est quand même bien de le dire. Et voilà, maintenant, on a besoin d'un maximum de contributions parce que, voilà, pour passer du Word au cas d'usage concret. Oui, merci Félix. On peut dire que depuis, effectivement, ICARE a rappelé son soutien. D'ailleurs, on le voit en 4 témoignages, il y a 4 membres d'ICARE, mais aussi effectivement tentativement Europia et 3IA Côte d'Azur. Donc les appels à bonne volonté, on se structure petit à petit, on avance, on construit en avançant. Mais en tout cas, ce dont on est persuadé, c'est que c'est quelque chose qui sert présentement et pour le futur.
Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Mais encore une fois, avec les règles de l'art. On ne peut pas faire tourner des modèles et faire de la prédiction sans données. Oui, David, si je peux juste dire un mot. Merci beaucoup pour ces trois interventions. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, hein, et merci à Isabelle pour le partage de l'article. L'IA a beaucoup d'espoir, et puis on a eu quelques articles expliquant mais où est l'IA, en gros un peu des gens qui étaient énervés par comment je vais dire, par le buzzword IA et qui profitaient pour taper dessus en disant, bah, voyez bien, tout le monde parle d'IA, mais ça marche pas. Je pense que ce que ça a surtout démontré, c'est qu'on n'était pas prêt. C'est-à-dire qu'en gros, l'IA, il y a beaucoup de choses qui sont dans les tiroirs, qui sont bien avancées en termes de recherche. Par contre, dès qu'il s'agit d'avoir un cas concret comme ça, eh bien, on n'est pas prêt à avancer. Donc, merci pour cette initiative. Et ce que ça veut dire, c'est pas qu'il faut abandonner le domaine de l'IA, c'est qu'au contraire, il faut accélérer. Et cette crise sanitaire, eh bien, elle doit nous servir d'accélérateur pour transférer et maîtriser l'IA. Et donc, merci pour cette initiative. Merci à toi, David, encore une fois, pour ce témoignage frappé au coin du bon sens. Selon toi, quand tu dis qu'on n'était pas prêt, on n'était pas prêt de quel point de vue? Est-ce que c'est un manque de préparation technologique, un manque de préparation cas d'usage, un manque de préparation collaboration? Dans quel tu connais mes trois litotes à chaque fois, hein, le côté business, le côté techno et le côté humain. Comment on aurait pu mieux faire et sur quoi on peut insister présentement? Typiquement, je pense que c'est un peu tout ça. Je pense que les technos, elles ont un niveau de maturité qui est pas suffisant. Donc il y a des choses dans les labos où, voilà, on sait faire un tas de choses sur des jeux de données joués quelque part, et ça marche bien, mais le niveau technologique est pas suffisant, hein. Si on parle de TRL pour le logiciel, voilà, on a des TRL très bas, et donc on n'a pas passé à l'industrie ces technologies-là. Et puis notre système de santé, ce que ça a démontré, et ça, Félix a eu des expériences là-dessus récemment, ce que ça a démontré, c'est que nos jeux de données sont très hétérogènes, très peu structurés, et en gros, exploiter les données des hôpitaux, je vais citer personne, comme ça je vexe personne, mais c'est pas que en région, et ben c'est très compliqué parce que la qualité des données n'est pas bonne, parce qu'on a un système de santé qui n'est pas structuré pour alimenter des bases de données. Donc faire des études sur autre chose que des logs de stations de base d'Orange, merci pour la présentation d'introduction, enfin, faire autre chose que ça, c'est compliqué, parce que notre système de français, eh bien, il ne connaît pas le numérique. En gros, les hommes de l'art considèrent que le numérique, c'est un outil qui doit venir après, et ben non, le numérique, si on n'a pas préparé les données, si le système d'information de l'hôpital n'est pas bien pensé, on ne sait pas exploiter. Moi, c'est les deux choses que je dirais. On n'était pas prêt au niveau TRL, appropriation par les industriels qui sont en capacité d'appliquer l'IA, et puis un système de santé qui produit des données qui ne sont pas vraiment exploitables. Et le problème, c'est évidemment, je complète ce que dit David, hein, il a tout à fait raison, c'est aussi l'accès aux données. C'est même un problème sur lequel, notamment en France, on réfléchit depuis pas mal d'années maintenant avec le Health Data Hub, etc. Et bon, concrètement, là, il y a eu des appels à projets, certainement, voilà, qui ont avancé, mais ça a été compliqué. Et après aussi, il y a la problématique que pour le Covid, chaque CHU avait ses propres bases de données. Donc, pour les gens qui font du big data, c'est compliqué de commencer à avoir des données structurées qui montaient sur lesquelles faire fonctionner du machine learning. Voilà. J'ajouterais quelque chose derrière Félix, c'est que au-delà de problématique de data, on a aussi un problème entre guillemets sur le problem solving, c'est-à-dire que on n'est pas prêt à répondre par rapport à la promesse à une vitesse en solution. Hein, c'est-à-dire que produire une solution, ça prend du temps. Et pire que ça, je pense que là où on est extrêmement mauvais, c'est que il nous faut du temps pour nous organiser parce qu'on a des écosystèmes encore pas très bien structurés, qu'il nous faut du temps donc pour adresser des solutions. Et pour ce qui est de la déployabilité et l'adoption des solutions, là, on n'est pas du tout préparé. C'est-à-dire que quand on arrive sur la déployabilité, donc on est au-delà du problem solving, mais sur l'usage et l'utilisation, ben en face, il n'y a personne. Je veux dire, les soignants réclament des solutions et en même temps,
ils sont pas à même de les appliquer en conditions réelles ou même à exprimer correctement un besoin. Donc, on a cette problématique d'écosystème qu'on avait identifiée en amont, elle se pose, elle continue à se poser, elle continuera à se poser tant qu'on ne sait pas mieux travailler ensemble et tant qu'on ne sait pas mieux créer du cas d'usage qui, finalement, est une sorte de training entre nous qui nous permettent à chaque problème d'arriver avec une solution déployable en introduisant aussi le end-user dans la boucle. Et ça, je trouve que c'est flagrant. C'est que ce qu'on nous reproche, c'est que finalement, on est un peu dans notre bocal avec nos solutions, notre recherche, nos trucs, et qu'on n'est pas en capacité de faire rentrer ça dans les métiers derrière. Alors ça tu as tout à fait raison Isabelle, la déployabilité, c'est encore un autre problème. Parce que là par exemple, entre parenthèses, au niveau de notre écosystème ici, là, sur la Côte d'Azur, il y a eu, nous on l'a vu au niveau du cluster, il y a des initiatives qui se sont montées, notamment avec David Darmon et le recueil de bases de données qu'il a fait au niveau du Covid, qui est la seule base de recueil pour les médecins généralistes et par les médecins généralistes. Là, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais il y a des initiatives qui ont été menées avec des très bons résultats, je parle en termes d'intelligence artificielle. Donc ça, mettons que demain, ça débouche sur un produit, faire adopter ce produit après au niveau des patriciens, au niveau de l'hôpital, alors là, ce sera encore quelque chose d'autre. Donc je veux bien qu'on attaque l'intelligence artificielle qui n'a pas donné de résultats, c'est juste, mais il faut environnementer aussi pour comprendre qu'est-ce qui a rendu possible l'échec relatif de l'IA sur cette crise-là. Après, ça n'empêche pas maintenant, est-ce que ça va permettre à tout le monde d'anticiper une éventuelle seconde vague ou une persistance épidémiologique de cette épidémie ou d'une autre? Ça, c'est un autre sujet sur lequel c'est en faisant en produisant autour d'initiatives telles que celles que Florence a évoquées, qu'on pourra aussi contribuer à faire bouger les lignes. Très bien. Et ben alors donc on va continuer à construire cette maison ensemble avec les 4 piliers qui nous sont auxquels nous sommes très attachés et qui sont chers. Donc le pilier académique bien sûr, le pilier industriel, grand ou petit. Parce que ça peut être impressionnant ce qu'on a vu tout à l'heure avec Jérôme quand on parle de tous ces logos-là, mais on reste convaincu qu'on peut décliner ça à notre échelle et de toute façon ces logos sont aussi présents localement. Le pilier grand public, c'est absolument majeur, tu le rappelais Isabelle, de pouvoir continuer à faire de l'éducation, comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour qu'à la fois ça vienne d'en haut et qu'à la fois ça vienne d'en bas. Et bien sûr, le pilier territoire pour savoir comment déployer ça ensuite sur un territoire donné. Donc, chacun de ces piliers peuvent avancer en parallèle et évidemment en harmonie, en étant remplis avec des bonnes volontés des hommes et des femmes, parce que là, on dit qu'on attaque l'IA, mais nous-mêmes, ne soyons pas complètement virtuels. Derrière, ce sont des hommes et des femmes. Et faisons amende honorable et battons notre coupe pour savoir ce qu'on aurait pu faire différemment. En tout cas, présentement, cette énergie, elle existe et elle est tous les jours renforcée. Donc, merci infiniment. Est-ce qu'il y a des témoignages ou des commentaires que vous souhaitez apporter tout de suite ou alors peut-être comme la dernière fois de revenir en offline si vous êtes plus à l'aise comme ça? Nous vous écoutons. C'est Ruby. En fait, vous m'entendez? Parfait. Oui. En fait, je voulais juste apporter un petit témoignage. En fait, je trouve que ce qu'on a décrit là, c'est un peu ce qu'on a observé, nous, au sein d'Air France KLM, au niveau de l'entreprise, où on avait des métiers différents, qui travaillaient avec des qualités de données différentes. Et tout ce qui est, tout ce dont on vient de parler, mais qui est à l'échelle en fait, nationale et même internationale, en fait, c'est ce qu'on observe au sein d'une entreprise, en fait, où on a où il faut changer complètement l'état d'esprit pour avoir des bonnes données et partageables et qui ne soient pas en silo, donc partageables, accessibles, de qualité et ensuite définir des cas d'usage et en réfléchissant aux solutions, ainsi qu'à la façon, en fait, d'apporter ce changement auprès des gens qui vont utiliser les solutions. Et c'est tout ce que vous avez décrit, enfin, pour moi, et je pense que Saladin partage aussi, c'est vraiment ce qu'on a observé, nous, au sein, à l'échelle de l'entreprise, en fait. Donc, comment est-ce que cette expérience, parce que je pense qu'il y a plein d'entreprises qui ont partagé, qui partagent ce témoignage, comment est-ce que ça peut être partagé pour déployer en fait et penser à un système qui permettrait de répondre à des besoins nationaux ou internationaux? Ça, c'est un gros sujet et je pense qu'il va falloir faire de la politique en fait.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Julie. Donc, ça, l'idée France, je rajouterais que peut-être le problème qu'on a eu, c'est que le domaine médical n'était pas data-driven. Et je pense que même certaines entreprises ne l'étaient pas aussi, ce qui montre, en tout cas, ce qui prouve cette difficulté qu'on recense aujourd'hui dans l'utilisation de la puissance de la méthode ou de la technologie comme l'IA. Oui, merci de vos témoignages, c'est courageux. Oui, effectivement, on voit que la culture, en fait, a encore du chemin à faire. Mais néanmoins, on voit aussi qu'il y a des bras pour la porter et vous en êtes des preuves vivantes, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Et effectivement, l'IA, c'est peut-être virtuel, mais son exercice ne l'est pas. Donc, chaque jour, continuer la pédagogie, développer cette culture, comprendre les freins et rester humble surtout pour que ça soit vraiment utile. En tout cas, on va s'attacher à ce sujet-là qui est peu exploré au passage, hein, puisqu'on a beaucoup parlé de santé, on a aussi beaucoup parlé de sciences humaines et sociales, en particulier les effets collatéraux psychologiques sur les populations et les individus. Ce cas d'usage environnement et pollution, c'est quelque chose que l'on aimerait étudier et qui est peut-être du coup plus neutre et peut-être plus fédérateur pour les quatre piliers, donc académique, industriel, grand public et territoire. D'autres témoignages, d'autres retours d'expérience? Ok, ben il nous reste à vous remercier pour votre attention. Merci d'avoir été fidèle avec ce nouvel horaire et puis surtout aussi nombreux pendant ce délai-là. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour un prochain webinaire avec d'autres intervenants. Et dans l'intermédiaire, contactez-nous pour qu'on continue à construire l'architecture de ce projet ensemble et le projet lui-même. Merci infiniment et puis bon appétit à celles et ceux qui n'auraient pas encore déjeuné.